Bonjour messieurs, dames. Nous allons commencer dans quelques instants. Bonjour à tous et à toutes. N'hésitez pas à bien le faire savoir dans le chat si vous avez des difficultés de son ou d'image tout au long de la conférence. Le but est que chacun puisse vraiment en profiter. Bienvenue aux parents et aux enfants qui sont connectés ce soir. Je vais essayer surtout de m'adresser aux lycéens qui sont surtout des élèves de terminale qui préparent les écoles de commerce post-bac, plus précisément les concours Sésame et Access. Ce soir, on va entamer le deuxième volet de nos conférences. On s'était consacré avant Noël à décortiquer un peu les écoles, essayer de comprendre quelles sont les spécificités des unes et des autres. Ce soir, la conférence est destinée à essayer de mieux comprendre le concours Sésame et le concours Access. C'est un gros boulot pour l'heure qui nous attend. Et donc, je vais essayer d'être, à la fois de rentrer dans le détail, mais quand même de bien couvrir à la fois les examens écrits et les examens oraux qui vous attendent. Donc, on va présenter brièvement les concours Access et Sésame. Je pense que la plupart des informations pratiques, vous les avez déjà. Elles sont accessibles aussi sur les sites internet des concours. Et on va essayer de passer davantage de temps sur la question suivante, comment bien se préparer à la fois aux écrits et aux oraux, des épreuves qui sont à la fois variées et un petit peu subtiles pour certaines d'entre elles. On parlera de gestion du stress et de confiance en soi. Et puis, j'ai essayé de récupérer un maximum de témoignages d'étudiants qui ont passé les concours avant vous, les élèves de terminale qui sont connectés, et qui ont pu me témoigner ce qui avait été notamment le plus difficile pour eux, à la fois à l'écrit et à l'oral. Donc, ça pourra vous donner peut-être quelques pistes de réflexion pour essayer de préparer au mieux vos épreuves. Et enfin, on parlera brièvement de la préparation de parcours qu'on organise la seconde semaine des vacances de février. Le concours Access mène à 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. L'IESEG et l'ESCA sont régulièrement considérés comme le top 2 des écoles de commerce post-bac. Chacun peut avoir ses préférences ou se faire son classement, mais c'est 2 écoles qui sont carrément incontournables.
différentes épreuves au sein du concours Access, donc des épreuves écrites et des épreuves orales. Au sein des épreuves écrites, donc, on distingue la synthèse, qui est une épreuve littéraire, l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, qui, comme son nom l'indique, est une épreuve scientifique, et une épreuve d'anglais. Pour ce qui est des épreuves orales, elles dépendent beaucoup des écoles. Au sein de chacune des 3 écoles, des examens oraux assez variés vous attendent, mais il y a une constante, c'est quand même un entretien de motivation. Selon les écoles, des entretiens d'anglais et collectifs peuvent être proposés. Quand a lieu le concours Access? Donc, pour ce qui est des épreuves écrites, elles ont lieu en ligne le jeudi 11 avril. Donc, on n'y est pas tout à fait, mais ça s'approche. Et elles ont lieu donc à distance. Pour ce qui est des épreuves orales, c'est après les écrits, bien sûr. Il faut être admissible. Et donc, les épreuves orales ont lieu du 25 avril au 15 mai 2024. Les épreuves orales ont toujours lieu sur le campus de l'école désirée. Pour ce qui est du concours Sésame maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, le concours Sésame mène à une vingtaine d'écoles qui ont 2 typologies assez différentes, qu'il convient de bien repérer dès maintenant. Il y a des programmes en 4 ans qu'on appelle BBA, Bachelor of Business Administration, et des programmes en 5 ans qu'on appelle PGE, Programme Grande École. Pour les parents qui nous écoutent, en général, quand vous pensez école de commerce post-bac, vous pensez PGE, programme en 5 ans, master grande école. Les BBA ont fait leur apparition plus récemment. Ce sont des programmes en 4 ans qui ne permettent donc pas d'accéder à un grade de master, qui doivent être complétés par une autre formation afin de passer du bachelor au master. Le concours Sésame, en fait, il est scindé en 3 grands silos. Un silo comprendre, un silo communiquer, un silo analyser. Ça semble un peu complexe, ce diagramme qui émane directement du site de Sésame, mais si on rentre un peu dans le détail, dans la séquence comprendre, il y a 3 épreuves. Une épreuve de culture générale sur l'actualité des 10 derniers mois qui s'appelle Enjeux contemporains. C'est une épreuve QCM. On va rentrer dans le détail de chacune des épreuves. Il y a une épreuve de mathématiques, également QCM. Une épreuve de compétences digitales, un QCM sur la culture générale numérique. Dans le silo communiqué, nous avons une épreuve de français, une épreuve d'anglais et une épreuve d'une autre langue, parmi une dizaine de choix possibles. Il y a évidemment allemand et espagnol, qui sont les langues généralement faites en LV3, ou plutôt LV2 pour tous les élèves qui sont voilà, dans des voies un petit peu classiques. Mais il est possible, par exemple, de choisir la langue russe pour l'épreuve autre langue. Séquence 3, analyser. Il s'agit d'une analyse documentaire. Donc, c'est une épreuve littéraire. On rentrera dans le détail. Une épreuve assez différente de ce qu'on peut rencontrer dans toutes les épreuves type bac que les lycéens ont l'habitude de faire. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Le concours Access, le concours Sésame, quand est-ce qu'il a lieu? Il a lieu le 15 avril. C'est une épreuve qui est en distanciel. Et pour ce qui est des épreuves orales, pareil, c'est après l'épreuve écrite. Donc, les oraux s'échelonnent entre le 29 avril et le 18 mai 2024. Les oraux ont lieu à la fois, et également, comme pour le concours Access, sur les campus des écoles où le candidat est admissible. Pardon. Comment bien se préparer aux épreuves écrites? Donc là, je voudrais essayer de donner quelques conseils qui sont un petit peu du sens commun, mais ça vaut le coup de le rappeler. Et c'est des basiques pour Sésame et Access.
peut-être que le premier élément à rappeler, c'est que les épreuves des concours Sésame et Access sont très différentes de ce que vous faites au lycée, et notamment en terminale. Les épreuves Sésame et Access ne s'inspirent pas des épreuves du baccalauréat. Ce sont des épreuves à part qu'il faut préparer d'une manière toute spécifique. Comme ce sont des épreuves assez nouvelles pour vous, élèves de terminale, eh bien, la régularité d'entraînement, elle est assez indispensable. On ne peut pas y aller au talent. Voilà, ce sont des épreuves nouvelles, donc vous êtes un peu sur un même pied d'égalité que les autres candidats. Et le fait d'être un lycéen assidu dans votre établissement scolaire ou d'être peut-être, je ne sais pas, dans le premier tiers de votre classe, n'est pas du tout un gage de réussite. Voilà, c'est une méthodologie très précise qui est attendue, donc qui est particulière à chaque épreuve, mais qui est aussi très précise. Et quand je dis précise, je vous donne un exemple. Sur l'épreuve Access de synthèse, et on va y revenir tout à l'heure, mais la forme attendue pour la conclusion est extrêmement spécifique et beaucoup plus figée, normée, que ne peut l'être, par exemple, une conclusion de dissertation comme ce que vous avez pu connaître lors de votre bac de français. Enfin, les épreuves Sésame et Access, c'est des épreuves de vitesse. Pour chacune des épreuves, je vous donnerai un temps indicatif dont vous disposez pour répondre à chaque question. Et vous verrez que ce sont des épreuves assez cadencées. Et en fait, sur des épreuves de vitesse, ce qui aide, c'est de s'entraîner régulièrement pour gagner justement en vitesse. Et ce sera, c'est sûr, un atout de taille pour réussir le jour J. Donc, si vous trouvez les annales un peu dures au début, c'est complètement normal, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se familiariser aux épreuves. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, avec le concours Access, et puis après, on parlera du concours Sésame. Comment bien se préparer à peut-être l'épreuve principale, l'épreuve souvent jugée la plus dure du concours Access. Je parle de la synthèse, qui est une épreuve de 3 heures. Vous avez une dizaine de documents, donc une bonne dizaine de pages, et il va falloir, en 3 heures, rédiger une synthèse de cette dizaine de documents en 350 mots, avec une marge de plus ou moins 10%. 10% de 350 mots, c'est 35 mots. Donc ça veut dire que c'est hyper normé. Au lycée, il y a une spécialité où il y a une épreuve qui s'apparente un peu à la synthèse. Mais donc la plupart des lycéens, la plupart des élèves de terminale ne se sont jamais confrontés à cet exercice. C'est peut-être l'exercice le plus déstabilisant, si on ne s'entraîne pas, de l'ensemble des épreuves proposées à la fois dans Access et dans Sésame. Je rentre un petit peu dans le détail. Il faut construire, dans cette synthèse de 350 mots, une intro, un plan et une conclusion. Pour que vous compreniez, le plan, donc le corps de la synthèse, va compter pour 10 points. Et l'introduction et la conclusion, ensemble, vont également compter pour 10 points. L'introduction, elle ne doit pas être faite un peu au jugé, elle doit respecter une norme avec 3 éléments clés. Annoncer le thème. Le thème, en fait, c'est le sujet commun qui rassemble les 10 documents. Le thème, il ne vous est pas donné, c'est à vous de le faire émerger, c'est à vous de le sentir et d'être capable de l'exprimer. Donc, lorsque vous lisez les 10 documents, il faut déjà être en quête d'un thème. Et ensuite, dans l'introduction, vous devez annoncer une problématique et annoncer votre plan. Ensuite, dans la rédaction de la synthèse, donc dans le plan qui, en général, on recommande de le faire en 3 parties, il faut être très vigilant de faire en sorte que ce plan ne soit pas apparent. C'est une règle. Si vous mettez un grand 1, un grand 2, un grand 3,
vous ne respectez plus la règle de la synthèse. Donc voilà, il faut être très pointilleux sur les attentes de cette épreuve et s'y conformer. Euh, euh, en guise de conclusion, on vous demande quelque chose d'assez concis et qui évite à tout prix une ouverture personnelle. Ne donnez pas votre avis. En fait, en règle générale, vous pouvez bien garder en tête que, à la fois pour Sésame et pour Access, on vous demande, dans le cadre des écrits, pas de donner votre avis. On parlera de l'épreuve littéraire aussi de Sésame, qui s'appelle l'analyse documentaire, où on peut être tenté parfois de rajouter des éléments de connaissances personnelles. Ce n'est pas ce qu'on demande. Il faut se cantonner vraiment euh, euh, aux demandes très explicites de l'épreuve. Voilà, votre avis n'est pas attendu. Euh, Dans le cadre de l'épreuve de synthèse, il faut réussir à évoquer, dans le cadre de la synthèse, tous les documents. On va revenir dessus tout à l'heure. C'est pas si facile. Pourquoi? Parce que il y a des documents qui donnent des idées un peu immédiates sur lesquelles vous pouvez rebondir dans le cadre de votre synthèse, et il y en a d'autres que vous avez un petit peu de mal à exploiter. Donc, on va voir ensemble comment exploiter un document un petit peu sec. Il faut aussi que vous soyez très vigilant sur le fait de ne pas citer ou de ne pas paraphraser. Paraphraser, ça veut dire un peu redire d'une manière extrêmement proche ce qui est déjà dit dans le document. Le but, c'est vraiment de synthétiser. Si vous commencez à redire, vous ne réussirez pas à tenir en 350 mots. Et si vous commencez à citer, bah, vous sortez des règles de l'exercice, donc vous serez pénalisé, et puis surtout, ça prend aussi de la place de citer. Voilà, donc finalement, dans cette épreuve, il faut apprendre à écrire, j'écrivais proprement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un point de bonus aussi pour la clarté, pour une bonne expression. Donc, ça peut être sympa de réussir à prendre ce point hein, sur une synthèse de 350 mots. C'est possible de l'écrire voilà, avec un français soigné, essayer de soigner également l'orthographe, avec des belles tournures de phrases, éviter les redondances. Voilà, essayer de faire preuve d'un vocabulaire riche et d'une certaine aisance. Et donc, il faut apprendre à écrire proprement, mais à mots comptés. À mots comptés, ça veut dire que, en fait, en vous entraînant en amont de cet examen, euh, il faut réussir à apprendre à faire une synthèse en 350 mots. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est un art, mais en tout cas, c'est un savoir-faire. Et c'est un savoir-faire qu'on ne maîtrise pas quand on est un élève de terminale. Et donc, ça demande 4, 5, 6, 7, 10 entraînements chronométrés, bien sûr. Et vous verrez qu'à chaque entraînement supplémentaire, vous aurez plus d'aisance. Je rentre un tout petit peu dans le détail de la synthèse et je vous ai sélectionné deux exemples de documents. Donc, il y a 10 documents qui doivent être synthétisés. À gauche, vous avez, sur les deux colonnes de gauche, vous avez un texte sur le thème de la fake news. Ça vous donne un peu une petite idée de la longueur des textes que vous pouvez avoir dans la synthèse. Dans ce texte, il y a beaucoup d'informations qui sont assez riches, qu'on va pouvoir vraiment exploiter pour euh, contribuer à construire le plan de la synthèse. Donc, ce ne sera pas un document difficile à exploiter. En revanche, le document de droite est voilà une petite illustration qui a le mérite d'être extrêmement drôle, mais dans le cadre de la synthèse, en fait, voilà, elle apporte une certaine difficulté parce que finalement, ce document, il est assez pauvre. Il est assez pauvre et on n'aura pas forcément voilà, l'une des trois parties dans notre synthèse
dans laquelle ce document pourra s'insérer de manière très naturelle. Et donc, ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est par exemple d'utiliser ce type de document pour faire une ouverture dans le cadre de la conclusion. Ça, c'est peut-être un conseil que vous pouvez essayer de retenir. Et si vous regardez la légende de cette illustration, avec le titre « L'école peut-elle lutter contre la théorie du complot ?» Eh bien, peut-être que ce document, on peut considérer que dans une conclusion d'une synthèse sur le thème de la désinformation, parce qu'en fait, ce qui unit ces deux documents, bah, ça va peut-être être quelque chose comme le thème de la désinformation. On pourrait peut-être se dire que le document de droite, on peut l'utiliser en ouverture, en disant, par exemple, parmi les grandes institutions de la République, l'école est peut-être celle qui a un devoir d'action sur le sujet de la désinformation. Voilà, où ça peut être travaillé avec peut-être une formulation un peu plus habile, mais il y a un sujet d'utiliser tous les documents sans exception, mais de trouver pour chacun la bonne place dans la synthèse de 350 mots. Ensuite, vous avez une seconde épreuve qui est une épreuve scientifique dans le concours Access. L'épreuve scientifique du concours Access s'appelle raisonnement logique maths. Cette épreuve a la réputation d'être une épreuve un peu difficile et elle balaye trois grands pans des mathématiques, la logique, le raisonnement et les problèmes. Donc vous avez trois parties avec en fait 15 questions, environ 5 questions sur chacune de ces parties. Et c'est comme la synthèse, une épreuve qui a un gros coefficient. Le coefficient, vous pouvez le voir là sur cette slide, est différent selon les écoles. Mais globalement, en tout cas pour l'IESEG et l'ESCA, c'est une épreuve qui a un coefficient qui pèse lourd. Quelques conseils sur raisonnement et logique maths. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont plutôt choisi des spécialités d'économie, de géopolitique ou autres, mais pas mathématiques, il n'est pas nécessaire d'avoir fait SPEMAT. D'ailleurs, cette épreuve a été revue en 2021 pour alléger le programme de mathématiques. Donc, il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'intégrale, il n'y a plus de primitive. Donc attention, si vous faites des annales qui datent d'avant 2021, vous risquez de vous heurter à des exercices qui, en fait, n'apparaîtront plus dans les examens futurs du concours Access. Donc, retenez bien, pas de limite, pas d'intégrale, pas de primitive, mais il reste quand même des mathématiques dans cette épreuve. Étude de fonctions, très présent, la fonction exponentielle, le logarithme népérien, ça, c'est des choses qui tombent à coup sûr. Et il y a également des dérivés, des statistiques, des probabilités. Ça, c'est des chapitres qui sont toujours au programme. Donc, finalement, si j'étais vous, si j'étais, par exemple, un élève en STMG, et que je me disais, tiens, le concours Access, ça m'intéresse, j'ai envie de faire une école de commerce post-bac, mais je ne sais pas si je vais être capable de mener cette épreuve de front, parce qu'on dirait qu'il y a certains chapitres que je n'ai pas vus en classe de terminale, dans le cadre, voilà, dans le cadre de ma terminale. Ça me paraît assez important de prendre une annale de l'année dernière, de l'année encore précédente, et de regarder chaque question et d'essayer d'identifier le chapitre auquel la question est corrélée. Et ainsi de pouvoir identifier de manière extrêmement claire les chapitres qui n'ont pas été couverts par votre programme pour pouvoir les prendre un à un. Et je vous rassure, c'est surtout des applications directes du cours. Et donc, c'est vraiment accessible à chacun en classe de terminale, mais ça demande du travail. Et en premier lieu, un travail d'identification de quels sont les chapitres que je n'ai pas vus en terminale et qu'il faut peut-être que je prépare spécifiquement.
ce sont, sur le concours Access, ce sont des QCM, un peu pour toutes les épreuves, sauf la synthèse, bien sûr, des QCM à points négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je connais la réponse, il faut bien sûr répondre. Si je doute, il vaut mieux que je m'abstienne. Et si je pense avoir la réponse, mais que je n'ai pas une certitude absolue, ça vaut le coup de tenter. Mais si vous ne savez pas, il faut absolument éviter de répondre faux parce que vous allez être pénalisé. La première branche de cet examen de raisonnement logique mathématique, c'est le raisonnement logique. Voilà un exemple. Vous avez finalement pas mal à lire dans cette question, qui est une question de QCM. Et le risque, c'est un petit peu de se perdre en chemin, ou en tout cas de ne pas retenir toutes les variables et de perdre du temps. Votre temps est précieux, vous avez 8 minutes par question, et donc, si vous prenez par exemple la réponse A, où vous allez devoir dire si c'est vrai ou faux, Louis a le poids le plus faible de la famille, en fait, vous risquez de vous noyer si vous ne prenez aucune note. Si vous êtes juste sur de la lecture pure, c'est assez difficile de répondre à la question. En revanche, si vous prenez des notes tout au long de votre travail sur tout au long de la lecture de l'énoncé, alors vous allez réussir à répondre beaucoup plus rapidement quand vous allez découvrir les questions. Donc là, par exemple, vous avez 6 personnes dans la famille qui viennent de se peser. Pierre pèse plus que sa mère, donc dans les notes que vous prenez, vous pouvez mettre juste Pierre plus grand que sa mère. Ensuite, Louis, 1/2 de Véronique. Ou L, 1/2 de V, par exemple, si vous voulez des abréviations et essayer d'aller plus vite. En dessous, vous pouvez mettre Élise, plus grand que Louis, et Élise, moins grand que Simon, et ainsi de suite. Et en fait, vous aurez pris juste quelques notes, mais ça vous permettra d'ordonner cette famille par poids croissant, par exemple, et de réussir à répondre très rapidement, notamment à la question A. Et ça, c'est quelque chose, le fait de prendre des notes tout en lisant la consigne, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser presque sur chaque QCM, mais aussi, tout à l'heure, quand je parlais de la synthèse, eh bien, quand vous avez une dizaine de documents qu'il va falloir synthétiser, eh bien, vous avez à peu près 1 heure pour lire les documents, il faut absolument prendre des notes. Et ça vaut le coup de trouver votre propre méthodo, en fait. Peut-être que votre méthodo, ça va être de surligner. Peut-être que votre méthodo, ça va être d'annoter un peu dans la marge, si vous voulez. Il va falloir, lors de votre entraînement, trouver vraiment votre propre méthode et l'éprouver. Ensuite, la seconde partie de l'épreuve mathématique Access, c'est logique mathématique. Là, je vous mets 2 exemples pour que vous compreniez que les questions peuvent être assez différentes. La question 7, par exemple, elle fait appel au cours de probabilité, mais aussi à de la logique. Donc il y a un peu de casse-tête. Et le D, hélas, il a été truqué. Donc cette question, elle demande, elle ne demande pas qu'appliquer le cours, mais elle demande d'être capable de mettre un peu de côté son stress lié à l'épreuve, prendre le temps de réfléchir, et voilà, c'est un exercice de logique. En revanche, la question 8, elle est plus sur de l'application du cours, mais elle est quand même complexe parce qu'en fait, elle mêle l'étude de fonction, la connaissance des propriétés de la fonction logarithme. Elle aborde aussi la notion de fonction paire et impaire et les dérivés. Donc en fait, vous avez 4 concepts qu'il faut maîtriser pour répondre à
juste une petite question. Donc voilà, ça demande quand même de bien maîtriser chacun des chapitres qui est au programme du concours Access. Et donc, c'est vraiment un repérage qu'il est absolument indispensable de faire au début de la préparation pour avoir toutes les chances de réussir cet examen. Troisième élément du concours de mathématiques d'Access, les problèmes. Donc là, on en revient à un schéma où finalement il y a pas mal de textes. Ça vaut le coup de prendre des notes petit à petit pour essayer de vraiment synthétiser un texte qui en fait est un peu long, mais pourrait être synthétisé d'une manière beaucoup plus compréhensible et exploitable. Là, en l'occurrence, c'est un problème qui ne revêt pas d'une complexité extrême. Euh, c'est plutôt du niveau troisième et c'est un problème de pourcentage. Et en fait, vous allez pouvoir résoudre cette question très rapidement si vous prenez quelques notes pour réussir à comprendre combien il y a de salariés dans cette entreprise et essayer de déterminer assez vite la proportion d'hommes, de femmes, voilà, grâce à en fait deux calculs clés qui vous feront parvenir aux différentes réponses. Donc je vous conseille vraiment sur l'aspect problème de prendre des notes en lisant l'énoncé. Comment bien se préparer à l'épreuve d'anglais d'Access? Donc là, on arrive à la troisième épreuve. On a parlé de la synthèse, on a parlé des maths, maintenant on aborde l'anglais. C'est une épreuve qui a un coef plutôt moitié moindre pour l'IESEG et l'ESCA par rapport aux deux épreuves dont on vient de parler. Mais moitié moindre, ça veut quand même dire que ça vaut le coup de ne pas la négliger, parce qu'en fait, c'est peut-être des points relativement faciles, en tout cas pour certains d'entre vous qui aimez les langues. Cette épreuve, elle dure 1 heure. Il y a 40 questions, c'est surtout des questions de grammaire et de vocabulaire. Il y a 10 questions sur 2 textes qui peuvent aussi aborder la compréhension de texte. Et il y a des textes à trous. Rentrons un peu dans le détail. Donc, à gauche, vous avez la dimension grammaire, avec 2 exemples de questions. Et on est un petit peu pressé, donc je ne vais pas vous mettre à l'épreuve, mais voilà, imaginez que vous avez 38 secondes pour répondre à la question 1. Ça peut être assez intéressant de voir si, je vous laisse la lire, la question 1 à gauche. Ça peut être assez intéressant de voir si, est-ce que ça vous saute aux yeux, par exemple, qu'il y a une faute évidente dans la réponse A. Est-ce que ça vous saute aux yeux, par exemple, que la question B est vraie ou fausse? La question C, la question D, voilà, c'est que par exemple, des prépositions ou la notion d'appartenance, que des éléments qui doivent vraiment être maîtrisés en classe de terminale au lycée. Et donc, si vous n'êtes pas capable voilà, de résoudre cette question en 38 secondes, il y a un sujet de travail. Ce qui est rassurant, c'est que finalement, il y a une quinzaine de savoir-faire assez clés en anglais. Et donc, dans les annales, vous verrez qu'il y a une dimension de répétition. Et donc, si vous n'avez pas vu, par exemple, que dans la réponse A, il y a un apostrophe S qui n'a pas du tout sa place et qui fait que la réponse est fausse, eh bien, c'est quelque chose auquel vous serez confronté dans les annales. Et donc, il y a des schémas qui se répètent. Et voilà, l'entraînement est vraiment clé. À droite, vous avez un exercice de compréhension de texte. Le texte est assez fourni et en l'occurrence, la question 61 qui est en dessous ne nécessite pas nécessairement, c'est une question de conjugaison et elle ne nécessite pas nécessairement d'avoir lu attentivement le texte pour être capable d'y répondre. Ça doit vous sauter aux yeux
que la bonne réponse, par exemple à la question 61, c'est la réponse B et que les autres sont fausses. Et en fait, pareil, si c'est pas si évident pour vous, si vous hésitez un peu, ça veut dire qu'il y a peut-être un sérieux besoin d'entraînement. Quand vous lisez le texte là, de la compréhension de texte, de New Gold Rush for Green Lithium, il faut prendre quelques notes dans la marge, sur le côté, et ne surtout pas avoir à relire intégralement le document. Mais dans votre prise de notes, il ne faut pas oublier que vous avez 10 minutes pour lire le texte et répondre à 5 questions. Donc c'est quand même un temps assez contraint. Et ça veut dire que votre prise de notes, elle ne doit pas être excessive. Donc il faut réussir à trouver un équilibre entre je prends des notes, mais juste ce qui est nécessaire, et ou bien je souligne, je surligne, je trouve ma méthode, mais ne surtout pas commencer à s'engouffrer sur de la paraphrase dans la marge. Venons-en au concours Sésame. Le concours Sésame, donc on évoquait qu'il y avait 3 séquences. On va commencer par la séquence comprendre. Dans la séquence comprendre, il y a 3 sous-parties. Les enjeux contemporains, c'est une épreuve de culture générale sur les 10 derniers mois de l'année. Un QCM d'une quarantaine de 40 questions. Ça dure 30 minutes. Ensuite, vous avez une épreuve de maths qui est également un QCM, 40 minutes, 20 exercices. Et vous avez une épreuve de compétences digitales qui est peut-être un peu moins connue, qui est un test QCM également sur vos connaissances sur le numérique. Dans le concours Sésame, vous n'avez pas de points négatifs. C'est une spécificité par rapport à Access. Et je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail des épreuves. Donc pour l'épreuve d'enjeux contemporains, qui est donc la première que j'ai évoquée, je le rappelle, une épreuve de culture générale sur l'actualité, vous allez être confronté à des questions de ce genre. Donc si vous regardez la question de gauche, chez les Républicains, qui a été élu le nouveau président du parti après les dernières élections présidentielles, je pense que la plupart d'entre vous allez dire je crois que c'est Éric Ciotti. Bravo, c'est Éric Ciotti. Cette question, elle est relativement facile. Mais hélas, elles ne sont pas toutes comme ça. À droite, vous avez une question qui va peut-être vous mettre un peu plus en difficulté. Qui a été le prix Nobel de littérature 2022 ? C'est quand même une écrivaine française, donc c'est quand même notoire dans une année d'actualité. Mais hélas, je pense que vous êtes peu nombreux à savoir répondre à la question. Donc on peut essayer de procéder par élimination. Ah, George Sand, elle est quand même morte il y a longtemps. Colette aussi. Bon, donc a priori, elles n'ont pas eu le prix Nobel 2022. Mais par contre, Annie Ernaux et Virginie Despentes, je pense qu'il y a pas mal de lycéens qui se disent je ne sais pas trop qui c'est, j'ai peut-être un peu entendu parler de Annie Ernaux, mais je ne sais pas trop qui c'est. Et Virginie Despentes, jamais entendu parler. Virginie Despentes, elle a eu le prix Goncourt, c'est pas loin finalement du prix Nobel, mais c'est pas le prix Nobel, c'est Annie Ernaux qui a eu le prix Nobel de littérature 2022. Je vous raconte, je vous montre ces 2 exemples qui sont finalement assez différents, mais assez évocateurs de cette épreuve. C'est pas une épreuve facile, c'est une épreuve qui se prépare, et c'est une épreuve qui est très difficile à préparer à la dernière minute. Donc voilà, on n'est pas encore aux vacances de février. Il y a un vrai enjeu pour l'épreuve enjeu contemporain de commencer à se plonger dans l'actualité. Et je peux vous suggérer peut-être 2 manières intéressantes. Il y a un podcast du Monde qui s'appelle L'heure du Monde, 20 minutes par jour sur un thème d'actualité qui est creusé par un expert. Ça peut être vraiment chouette de peut-être écouter ce podcast en allant en cours. Et puis sur la BBC, il y a un condensé d'1 minute par jour qui essaye de récapituler l'actualité du jour.
et qui peut, voilà, si vous n'avez pas 20 minutes pour le podcast, peut-être que vous avez 1 minute pour un condensé de l'actu, qui plus est en anglais, ce qui pourra peut-être vous servir à la fois pour Enjeux contemporains et pour les épreuves d'anglais. Une dernière idée qui peut être pas mal, si vous êtes un adepte de Wikipédia, c'est le cas pour pas mal de lycéens, eh bien là, ça peut s'avérer utile. Si vous tapez année 2023, par exemple, vous allez trouver sur Wikipédia un condensé, mois par mois, des éléments clés de l'actualité, une dizaine d'éléments clés de l'actualité qui vont pouvoir vous aider à aller creuser des sujets en particulier, et notamment ceux qui ne vous diront rien. Sur cette épreuve d'enjeux contemporains, il faut être un peu vigilant. En fait, elle ne couvre que les 10 derniers mois de l'actualité. Ça veut dire que ça ne sert à rien de s'entraîner comme un fou sur les annales 2018, 2019, 2020. Ce n'est plus au programme. Ça peut vous donner un ordre d'idée de la complexité des questions ou des connaissances balayées, mais l'actualité qui prime, c'est celle des 10 derniers mois, et c'est ça qui tombera à l'épreuve Sésame cette année. Seconde épreuve Sésame, les maths. Vous avez 2 exemples de questions de calcul que je vous laisse découvrir, mais je voudrais surtout vous parler du troisième exemple, l'exemple de logique. Est-ce que vous arrivez à identifier en 2 minutes quels devraient être les 2 chiffres sur le dernier domino? En fait, ce n'est pas d'une grande complexité, mais avec le stress de l'examen, c'est pas forcément si facile. Et ça demande vraiment un entraînement de se plonger dans cette démarche. Et c'est vrai qu'avec un bon entraînement, bah, vous aurez une impression de déjà vu. Euh, J'imagine que, comme moi, ça fait un peu longtemps que vous n'avez pas joué au domino. Et donc bah, là, c'est vraiment nécessaire de s'y remettre. Et si vous avez envie d'être un peu à l'aise lors de l'examen, cette impression de déjà vu, elle est vraiment importante à forger. Donc, peut-être pour répondre à la question, je suis en train de refaire l'exercice dans ma tête, mais la réponse, c'est 6 en haut et 2 en bas. Voilà. Typiquement, pour cet examen de maths Sésame, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Troisième élément de la première séquence Sésame, les compétences digitales. Les compétences digitales testent votre niveau de culture numérique. Donc, je vous ai pris une question au hasard qui n'est ni dans les questions difficiles, ni dans les questions faciles, voilà, qui est un peu une question type. Il y a des points faciles à aller gagner sur l'épreuve de compétences digitales. Et donc, évidemment, c'est la quatrième option, la quatrième réponse qui est la bonne. La séquence 2, s'appelle communiquer dans le cadre du concours Sésame. Et vous allez être évalué sur de la grammaire, de l'orthographe, du vocabulaire, de la conjugaison dans 3 langues. Donc, premier bloc français, ensuite anglais, et ensuite une autre langue. Je rentre directement dans le détail. L'épreuve de français, voilà un peu 2 exemples qui vous montrent que, avec voilà, un exemple de grammaire à gauche, et puis un exemple plutôt de culture littéraire à droite, qui est au programme du lycée. Moi, ce que je trouve intéressant sur ces 2 exemples, c'est que ils peuvent un peu désarçonner. Finalement, est-ce qu'en terminale, on se souvient très bien de ce qu'est un pronom réfléchi, un verbe pronominal? Est-ce qu'on se souvient très bien de ce qu'est et un pronom réfléchi et un verbe pronominal?
Ben, ce serait bien que oui, mais si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas un drame, mais ça demande de se replonger dedans. Et euh, euh, pour ce qui est de la deuxième question, euh, quel poète ne fait pas partie du mouvement romantique? Ben, vous n'êtes pas forcément un spécialiste du mouvement romantique. En revanche, si vous avez bien suivi le programme de français au lycée, ben, vous avez sans doute un peu le souvenir que Alfred de Vigny et Alfred de Musset, c'était euh, quand même un peu le même mouvement, et Victor Hugo est quand même très connu pour être un romantique. Et en revanche, François Villon, bah, vous en avez peut-être moins entendu parler. Et vous avez 45 secondes pour répondre à cette question. Et donc, il y a de fortes chances que l'intrus soit François Villon. En fait, François Villon, bah, c'est un poète du XVe siècle qui a inspiré les romantiques, mais qui n'en est pas un. Voilà, donc c'est celui à exclure. Tout ça pour vous dire que euh, l'épreuve de français de Sésame, elle n'est pas si facile que ça, et ça demande de se replonger à fond dans différents thèmes qui ne sont pas forcément juste le programme de terminale, hein, parce que finalement, les natures et fonctions de mots, par exemple, bah, ce n'est pas forcément au cœur du programme de terminale, mais voilà, il y a des notions qui doivent être un peu revisitées et réassimilées pour bien réussir cette épreuve. Euh, Ensuite, l'épreuve d'anglais. Je vous ai mis deux exemples, un peu au hasard. Et donc, bah, typiquement, voilà, si les bonnes réponses ne vous sautent pas aux yeux, si, par exemple, pour la question 17, euh, si ça vous fait pas un peu mal aux yeux de voir les propositions A, B, D, eh bien, ça veut dire qu'il faut peut-être un peu travailler cette épreuve. La bonne réponse est évidemment la C. Both students have passed their exams. L'examen autre langue. Là, j'ai pris un exemple d'espagnol, et si on regarde la question 15, eh bien, si vous avez fait espagnol, eh bien, vous allez euh, tout de suite identifier que il faut du passé simple pour compléter cette phrase. Et fouet, eh bien, à la troisième personne du singulier ne prend pas d'accent. Donc voilà, il y a un sujet de vraiment remettre son nez dans les verbes irréguliers, la conjugaison, la grammaire, sur tous les points un petit peu clés de votre LV2. La séquence 3 du concours Sésame, c'est une analyse documentaire. Donc ça, c'est la grande épreuve littéraire du concours Sésame. Euh, il n'y a pas que le QCM de français dont on a parlé il y a quelques instants. Il y a une analyse documentaire. Et l'analyse documentaire, elle dure 2 heures. Il y a un document de 20 pages. Et il y a 20 questions sur ce document. 20 pages, c'est conséquent. Franchement, c'est assez difficile de lire d'une manière extrêmement détaillée, extrêmement posée, avec de l'annotation en plus, 20 pages en 2 heures, sachant qu'il faut répondre à toutes les questions. Donc finalement, 20 pages en potentiellement 1 heure. C'est un vrai défi, ça fait partie de cette épreuve, et cette épreuve, elle va tester vos capacités de 3 choses, de repérage, d'analyse et de synthèse. Le barème de l'épreuve, il favorise carrément les questions d'analyse. Donc ça va être, c'est la deuxième typologie, après les questions de repérage et avant les questions de synthèse. Et vous pouvez avoir quelques documents en anglais. C'est un gros coefficient, l'analyse documentaire dans le concours Sésame. Et je le répète, c'est dans cette deuxième épreuve que vous pouvez parfois, comme pour l'épreuve de synthèse d'Access, être tenté de glisser votre avis. Attention, il faut s'en prémunir. Dans le cadre d'Access et de Sésame, on ne donne pas son avis, sinon on perd des points. Je rentre dans le détail de l'analyse documentaire.
Donc, on a dit qu'il y avait 3 typologies, repérage, analyse, synthèse. Voilà un exemple de question de repérage. Il faut trouver la bonne réponse. Et donc, si vous avez correctement lu la vingtaine de pages, vous allez être capable de dire, par exemple, pour la première question, que l'auteur qui est à l'origine de cette théorie, eh bien, c'est Hegel. Ensuite, vous allez avoir des questions d'analyse, comme la seconde question. Là, il y a une petite subtilité. En fait, vous ne devez pas juste trouver la bonne réponse. Vous devez mixer plusieurs réponses qui sont justes et complémentaires. Et ça, en fait, c'est un exercice qui est assez délicat, surtout quand on lit un peu en diagonale les documents. C'est pour ça qu'il faut réussir à quand même lire avec une assez grande attention. Vous n'aurez pas le temps franchement, pas le temps d'annoter 20 pages avec cette épreuve qui ne dure que 2 heures, mais il faut une lecture quand même assez attentive, notamment à cause des questions d'analyse, où en fait, les propositions, si vous les lisez, dans cet exemple 2, donc quelles sont les raisons qui poussent certaines voix à s'élever contre le géant du numérique? Réponse A, les GAFAM sont à l'origine de nombreuses innovations technologiques. Ensuite, réponse B, leur poids économique est tel qu'il dépasse celui de certains États. Réponse C, les montants investis chaque année dans le rachat de start-up sont démesurés. En fait, on a envie de dire que chacune de ces réponses est correcte. Mais il peut y avoir un vrai biais de votre culture générale. Ce qu'il faut, c'est se cantonner à ce que disent les documents. Troisième typologie de question dans cette analyse documentaire, c'est une question de synthèse. En fait, la question de synthèse, il va y en avoir plusieurs, mais elle vous pousse à construire ou co-construire une introduction, puis un plan, puis une conclusion sur la vingtaine de pages que vous venez de lire. Et donc là, la question que je vous ai placée, eh bien, elle demande de sélectionner la problématique appropriée pour traiter le sujet. Donc là, on est plutôt dans le domaine de l'introduction. Et en fait, on vous demande de dégager une problématique qui vous semble appropriée. Et dans les différentes réponses, si vous regardez, on a un petit peu de mal, parfois même, à comprendre la différence entre certaines de ces réponses. Il y a vraiment des subtilités, et donc voilà, on n'a que 2 minutes par question, mais il faut réussir avec pas mal de finesse à essayer de distinguer la réponse qui semble être le plus proche de ce qui est dit dans la vingtaine de pages que vous venez de lire. Très rapidement, quelques mots sur la gestion du stress. Peut-être le meilleur moyen de ne pas être trop stressé pour ces épreuves, de ces années d'accès, eh bien, c'est d'anticiper votre entraînement. Ça me paraît très important d'être dans de bonnes conditions aussi, bien sûr, pour ces épreuves qui ont lieu à distance. Donc, de vous trouver un endroit que vous aurez bien testé, qui soit vraiment à coup sûr calme, avec une super connexion. Vous pouvez aussi essayer de travailler des exercices de respiration, de relaxation. Vous trouvez un rituel que vous allez utiliser à la fois pour vous détendre lorsque vous vous entraînez et ensuite le jour J. Et c'est vrai que si vous l'avez vraiment développé, travaillé, acquis en amont, vous allez pouvoir vraiment en exploiter le plein potentiel le jour J. Vous pouvez aussi vous faire un planning de travail qui vous permet à la fois de vous réserver des vraies plages horaires conséquentes où vous allez pouvoir faire des entraînements chronométrés sur ces 2 épreuves, mais aussi des bons moments de détente. Et puis, le sommeil, l'alimentation, la pratique d'une activité physique, ça peut peut-être vous aider aussi à vraiment faire face sereinement à ces 2 examens si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac l'année prochaine. Quelques témoignages
d'étudiants qui ont passé ces concours et que j'ai pu, solliciter pour essayer de vous donner des conseils sur les écrits. Euh, Vincent, qui a fait l'IESEG, qui est actuellement en master en logistique à l'IESEG, rapportait que c'est surtout la synthèse qui l'a mis un peu en difficulté. Lui, il disait que c'est un peu désarçonnant de ne pas avoir l'habitude de travailler cet exercice au lycée. Et donc, il a dû découvrir un peu une nouvelle méthodologie par lui-même. Et il a beaucoup insisté sur le fait que la gestion du temps était très importante sur cette épreuve. Euh, Anna, qui est étudiante à l'EM Normandie, elle remontait un peu un point de vigilance. Elle considérait que les épreuves de langue avaient été assez difficiles pour elle, et notamment parce qu'elle les avait sous-estimées. C'est vrai qu'il y a des grosses différences de coefficients. Quand on voit les coefficients, on peut se dire, mais oh, à quoi bon travailler, par exemple, l'épreuve de compétences digitales? À quoi bon travailler l'épreuve d'anglais? Mais en réalité, c'est aussi ces épreuves et ces points additionnels qui vont pouvoir vous distinguer des autres candidats. Et moi, j'aime bien son conseil de revoir certains points de grammaire ou encore les verbes irréguliers pour pouvoir vraiment bien se préparer à l'examen d'anglais, par exemple. Alex, qui est étudiant à l'EMLV, lui, vous conseille de faire attention aux épreuves de logique. Euh, Comme il le dit très bien, il demande à être travaillé et retravaillé. En fait, c'est des schémas qui se répètent. Et donc, plus vous vous êtes entraîné, plus vous avez une impression de déjà vu. Il suggérait, par exemple, et je trouve ça intéressant, de lister les lettres de l'alphabet avec leurs numéros correspondants à côté, ou encore d'apprendre les carrés jusqu'à 12, voilà, ou les tables de multiplication jusqu'à 12. Voilà des éléments que vous allez, voilà, qui vont vous permettre de gagner des minutes précieuses pendant ces examens et de vous sentir plus à l'aise et donc d'être plus performant. Sarah, qui est à l'ESCA, elle considérait que les épreuves de maths et notamment celles d'Access avaient été assez challengeantes, et notamment parce qu'elle venait d'une filière économique. Et donc, elle, son conseil, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de prendre connaissance de l'ensemble des chapitres à travailler et de ne pas trop s'inquiéter en se disant, mais les dérivés, mais je ne sais pas ce que c'est que les dérivés. Ce n'est pas grave. L'épreuve, elle est dans plusieurs mois, mais c'est maintenant qu'il faut lister quels sont les chapitres au programme du concours Access, par exemple, et quels sont parmi eux ceux que je n'ai pas vus en classe de terminale. Et ça va vous permettre, chapitre par chapitre, de mieux les comprendre, mieux les appréhender. Et je vous rassure, ce sont surtout des applications assez directes du cours. Mais ce qui est certain, c'est que si vous ne prenez pas le taureau par les cornes en vous saisissant des notions de cours qui vous manquent, ce sera difficile le jour de l'épreuve. J'attaque maintenant les épreuves orales. Euh, les épreuves orales, elles sont assez différentes d'une école à l'autre. Donc c'est difficile de vous faire un schéma type de comment préparer l'épreuve orale parce que ça dépend un peu de l'école que vous visez. Et comme vous ne savez pas à quelle école vous allez être admissible, eh bien il faut commencer assez tôt à se préparer à des formats d'oraux assez variés. Très brièvement, si on prend l'IESEG par exemple, il y a 2 oraux, il y en a un en français avec un commentaire de document, et puis c'est également dans la foulée un oral de motivation, et il y en a un en anglais où vous allez devoir travailler sur une thématique sur laquelle que vous allez devoir préparer et sur laquelle vous allez devoir vous exprimer avec un peu un sens critique, et évoquer aussi vos perspectives, ou autrement dit, c'est un oral de motivation également en anglais. À l'ESCA, il y a une grosse spécificité, il y a un entretien collectif. Donc l'entretien collectif, vous êtes avec d'autres candidats, vous allez avoir un thème et il faut réussir euh, à collaborer en équipe. C'est pas juste votre performance individuelle
qui est noté, qui est évalué, mais c'est votre capacité en équipe, collectivement, à réussir à traiter un sujet et à individuellement trouver votre place au sein d'un groupe d'une manière adéquate. À l'EMLV, c'est un format peut-être un peu plus traditionnel où il y a un entretien de motivation et puis un entretien d'anglais qui est à la fois général, donc surtout sur qui vous êtes, votre motivation, votre projet pro, et thématique, donc sur un sujet que l'examinateur va vous donner et sur lequel vous allez devoir réagir, qui peut être un sujet d'actualité. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les épreuves orales, l'actualité peut aussi être un élément un peu clé qui revient régulièrement. Comment bien se préparer à ces épreuves orales? Bon, il y a un vrai sujet d'être capable de, évidemment, soigner son apparence, et son attitude. Et donc, vous allez être physiquement sur le campus des écoles où vous allez être admissible. Et voilà, c'est important de réussir à faire bonne impression avant même de prendre la parole. Ensuite, pour bien se préparer, il faut s'entraîner à se présenter. C'est pas si facile. Vous pouvez le faire avec votre entourage, mais peut-être que la première étape, c'est être capable de dire qui vous êtes d'une manière très succincte. Ensuite, il faut adopter un discours clair, être assez concis dans ses réponses. Vous allez vraiment vivre lors de cet oral un échange avec le jury. Ce n'est pas juste une prestation oratoire, un monologue. Non, non, ça va être un échange. Et donc, c'est important d'être capable de ne pas meubler l'espace, mais d'être capable d'être à la fois clair, de donner les informations qui sont attendues, mais d'être capable de mettre un terme à son propos et de montrer qu'on est capable de répondre d'une manière concise. Vous avez le droit de réfléchir avant de répondre. Vous avez le droit de prendre un temps, donc bon, il ne faut pas surjouer ça, hein, sinon ça peut mettre un peu mal à l'aise le jury. Mais voilà, vous avez le temps de prendre un temps de réflexion. Et dans plusieurs épreuves orales, vous avez aussi un temps de préparation. Une fois qu'on vous présente une thématique à creuser, par exemple en anglais, ou qu'on vous donne un document sur lequel vous allez devoir réagir et commenter. Et pendant l'oral, vous pouvez également tendre des perches au jury pour l'amener sur des questions spécifiques. Notamment quand vous expliquez qui vous êtes, si vous parlez de loisirs, vous allez pouvoir orienter le jury. Si vous parlez, dans le cadre de votre projet professionnel, d'une expérience que vous avez vécue, peut-être que vous n'êtes pas obligé de vous étaler trop dessus, mais le jury va à coup sûr revenir sur cette expérience. Et si vous avez bien préparé votre argumentaire pour en parler, alors vous serez vraiment dans votre zone de confort. Quelques témoignages d'étudiants qui ont passé les oraux et qui pourraient peut-être vous être utiles. Donc Vincent, toujours cet étudiant en master à l'IESEG, lui a considéré que l'oral de l'ESCA avait été assez difficile, et notamment l'entretien de groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'était pas très préparé à un entretien de groupe. Et c'est vrai que voilà, c'est une épreuve tout à fait particulière, qu'il n'y a que qu'il n'y a un peu qu'à l'ESCA, et donc c'est aussi une spécificité de cette école. Vincent, ce qu'il me disait, c'est que le jury va étudier votre positionnement au sein du groupe et votre capacité à la fois à prendre et à laisser la parole. Donc, voilà encore une belle occasion d'essayer d'avoir un langage à la fois clair et concis. Anna, qui est à l'EM Normandie, elle a considéré que l'oral le plus difficile, c'était à Néoma. En fait, elle s'est retrouvée avec des questions de culture générale. Et elle a trouvé que c'était assez difficile. Et donc, son conseil, bah, c'est peut-être, dans le cadre de vos oraux, de bien réfléchir aux perches que vous pouvez tendre. Et vous aurez peut-être l'occasion, si le sujet de l'actualité arrive sur la table pendant votre oral, d'orienter le jury vers un thème, je ne sais pas,
le conflit israélo-palestinien, par exemple, très actuel, c'est sûr que ça va tomber dans pas mal d'euros voilà, en mai et en juin. Eh bien, si c'est un sujet que vous avez bien travaillé, vous aurez peut-être la possibilité de guider délicatement le jury vers cette question précisément. Sarah, qui est étudiante à l'ESCA, elle a trouvé que l'oral de l'ESSEC BBA était difficile. Elle a eu l'impression que le jury voulait la mettre sous pression. C'est un jeu auquel se prêtent régulièrement les jurys. Il faut réussir à bien avoir en tête que c'est un jeu, c'est un peu un jeu de rôle, et donc ne pas le prendre trop personnellement ou ne pas s'en inquiéter immédiatement. Voilà, le jury a le droit de vous rentrer un peu dedans. Mais donc, son conseil qui est excellent, c'est de placer les oraux des écoles dans lesquelles vous ne voulez pas nécessairement aller, les premiers. Il faut que les premiers oraux soient des oraux d'entraînement, et ce sera des oraux d'entraînement dans des conditions exceptionnelles, parce que vous vous serez rendu sur le campus d'une école, vous vous serez un petit peu mis sur votre 31 en termes de tenue vestimentaire. Bref, toutes les conditions seront réunies pour que vous soyez un peu stressé. Et ça va vous permettre d'expérimenter l'oral dans des conditions vraiment réelles et de vous sentir beaucoup plus à l'aise au quatrième ou au cinquième oral que vous passerez. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour réussir Sésame et Access? D'ici les vacances de février, il faut s'y mettre. C'est peut-être la phrase qu'il faut retenir à l'issue de cette conférence. Ça me paraît être vraiment un grand minimum de faire une annale de chaque concours en condition d'examen, ça veut dire chronométré. Une annale donc du concours Access, une annale du concours Sésame. Vous pouvez trouver ces annales très facilement sur Internet, sur les sites d'Access et Sésame. Prenez une annale récente pour ne pas avoir notamment des questions de mathématiques qui ne sont plus au programme d'Access, et faites cette annale. Ça va vous aider à dédramatiser, mais ça va aussi vous aider à ouvrir les yeux sur peut-être les épreuves sur lesquelles vous êtes le moins à l'aise. Et ça vous permettra de les travailler tout particulièrement. Mais ne perdez pas de temps, faites ça dans les week-ends qui viennent, si vous avez un petit peu de temps à y consacrer. Vous pouvez aussi attaquer l'oral blanc. L'oral blanc en identifiant 3 personnes dans votre cercle proche qui vont pouvoir vous faire passer des oraux blancs, ne serait-ce qu'en vous demandant de vous présenter et d'expliquer pourquoi vous souhaitez faire, par exemple, l'ESCA. Préparez cet oral, et au début, ça va être difficile, surtout si c'est devant des personnes que vous connaissez. On a un peu peur de perdre la face, mais ça va vous apporter une vraie robustesse, un entraînement qui vous servira ensuite. Et vous pouvez tout à fait commencer à écouter des podcasts, par exemple, sur l'actualité. Ça semble très important de commencer à s'imprégner dès maintenant de l'actualité des 10 derniers mois et de ne pas attendre 3 semaines avant le concours. En quelques mots, nous organisons la 2e semaine des vacances de février une prépa intensive, du lundi 19 février au samedi 24 février inclus, qui permettra aux élèves en amont de la prépa de faire un examen blanc sur les 2 épreuves, et ainsi de donner une idée très précise à nos professeurs de leur niveau. Puis, du lundi au vendredi, on couvre toutes les épreuves pour les préparer de manière franchement intensive, de 8h30 à 18h tous les jours. Toutes les épreuves seront couvertes. On essaye de consacrer un peu plus de temps aux épreuves qui ont les coefficients les plus importants. Et le samedi 24 février sera l'occasion de vivre un concours blanc, donc un second concours blanc, qui sera noté avec une correction commentée individuelle et qui vous permettra d'avoir une idée précise de votre niveau et de votre évolution entre le concours en amont de cette prépa et le concours en fin de prépa. Cette préparation, elle a lieu en présentiel au lycée Albert Demain à Paris 7e, au métro Duroc ou Vavin, et elle a également lieu à distance avec exactement le même programme.
On constitue des groupes de 20 élèves. Et l'année dernière, tous les élèves ayant suivi cette prépa sont rentrés à l'IESEG. Le tarif, il est de 850 € en présentiel, 750 à distance. Et les 2 professeurs clés dans cette prépa seront Georges de Solnock, qui assurera toute la dimension littéraire, et Ashraf Adjilai, qui assurera la préparation scientifique. Ce sont 2 professeurs qui sont issus de l'ENS et avec qui nous avons travaillé sur le long cours, qui ont toutes les compétences pour faire rentrer les élèves dans les meilleures écoles. Et nous avons décidé, à l'issue de la prépa, de continuer à suivre les élèves jusqu'au jour J, 3 € optionnels après la prépa pour pouvoir permettre aux élèves de revivre un oral comme ils l'auront vécu pendant la prépa, sur leur présentation personnelle et leur projet pro, mais aussi de vivre un oral collectif et un oral d'anglais que nous n'aurons pas fait pendant la semaine de préparation. Il y aura un coaching personnalisé hebdo jusqu'au jour J. Ça veut dire que l'assistant pédagogique de la prépa sera en lien avec chacun des préparationnaires chaque semaine jusqu'aux épreuves écrites pour pouvoir leur proposer des annales spécifiques par rapport aux difficultés rencontrées pendant la prépa sur les matières qui posent problème aux candidats. Et on leur fournira aussi un condensé d'articles d'actualité qui leur permettra de s'imprégner de l'actualité le plus facilement possible. Et enfin, chaque préparationnaire aura un parrain étudiant du top 3 des écoles avec qui il pourra échanger, notamment à l'approche des oraux où il est très important d'avoir une connaissance fine des écoles parce que on doit pouvoir exprimer sa motivation par rapport à des éléments très factuels, différenciants pour chaque école. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à désactiver votre micro qui est en mute et, et à poser vos questions à l'oral si vous le souhaitez, ou bien à utiliser le chat. Merci Renard. Oui, il est prématuré de faire ce stage si on est en première. Si on est en première, ça me paraît vraiment génial d'être présent à cette conférence. C'est un excellent signe. Ça veut dire que tu es déjà préoccupé par ton avenir, que tu as déjà identifié ce que tu veux faire plus tard. Et je pense qu'en première, ce qui est clé, c'est de vraiment bien identifier les différentes écoles, bien identifier quelles sont les écoles qui t'attirent, quelles sont les écoles qui ne t'attirent pas, pour quelles raisons. Et c'est possible de commencer à faire des annales en première. Mais je pense pas que ce soit indispensable et je pense qu'il y a un risque de se démotiver s'il y a trop d'annales, notamment en mathématiques, qui te semblent un peu inaccessibles. Peut-être que le mieux, c'est déjà de voilà, terminer ton programme de première et puis en revanche, voilà, dès septembre prochain, attaquer de manière un peu intensive la préparation. Vous aurez bien sûr un enregistrement de la conférence, vous allez le recevoir demain. Et, oui, je vois qu'il y a eu un petit pouce levé pour est-ce que c'est ouvert au STMG? Je n'ai peut-être pas assez martelé. Il n'y a pas du tout que des élèves de filière générale qui réussissent les concours Sésame et Access. Il y a une grosse tendance des élèves de la filière technologique à croire qu'ils ne peuvent candidater que pour le concours Sésame, qui est considéré comme plus facile.
Je voudrais dire deux choses à ce sujet. Le concours Sésame, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, notamment avec les questions en français, n'est pas du tout plus facile que le concours Access. Le concours Access a des spécificités particulières comme la synthèse, qui est quand même un peu considérée comme la bête noire de ces deux concours. Mais je pense que c'est faux de dire que Sésame est beaucoup plus facile qu'Access. Ce sont deux concours qui se préparent très bien ensemble. D'ailleurs, c'est le choix de notre prépa, de préparer ces deux concours. C'est un excellent entraînement pour l'avenir de passer ces deux concours plutôt que juste un. Et il y a d'excellentes écoles derrière le concours Sésame. Je pense notamment à l'ESSEC BBA. Et les élèves en fait, de STMG, peut-être le risque majeur, c'est de se censurer. Et on constate que dans les élèves qui sont admis dans les meilleures écoles, il n'y a pas du tout que des élèves de filière générale. Donc, moi, j'encourage à fond les élèves de STMG à passer ces concours et je les encourage aussi à fond à lister dès maintenant les chapitres de mathématiques qu'ils n'auront pas vus en cours pour pouvoir s'y préparer dès maintenant. Euh, Ça les aidera à réussir les concours dans les meilleures conditions. Euh, Oui, pour tous ceux qui souhaitent accéder à la première conférence euh, euh, qui, euh, qui, qui abordait les différentes écoles, en fait, on a essayé de décortiquer le top 10 des écoles, Sésame et Access. L'idée était d'essayer de vous donner un regard neutre. Et le regard neutre, c'est celui des étudiants. Donc, la manière dont on a construit la première conférence sur les différentes écoles de commerce post-bac, c'est en interviewant des étudiants de ces écoles pour leur demander vraiment quelles étaient, selon eux, les spécificités de leur école et leur demander un retour un peu franc. Donc voilà, cette prépa, elle n'est pas partisane. Le but, c'est d'essayer de repérer, en ayant un peu la tête froide, quels sont vraiment les atouts des écoles et quels sont aussi les inconvénients qui parfois gênent ou déçoivent un peu certains étudiants. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay de la première conférence et vous découvrirez des subtilités importantes. Je pense à l'alternance qui permet de financer les 2 années de master, donc c'est pas anodin, mais qui n'est pas accessible ou qui n'est pas démocratisé dans toutes les écoles. Ou je pense encore au fait que toutes les écoles ne disposent pas de campus à l'étranger. Et en fait, le fait d'avoir des campus en propre à l'étranger, comme par exemple, c'est le cas de l'ESCA, mais ce n'est pas le cas de l'IESEG, eh bien, ça permet d'avoir une continuité totale dans le choix des modules qu'on va pouvoir effectuer tout au long de sa scolarité. Et c'est important de pouvoir bien choisir ces modules, notamment pour pouvoir se spécialiser en master. Et un des inconvénients quand une école n'a pas de campus en propre à l'étranger, c'est que les mois ou les années passées à l'étranger se font dans des universités partenaires où la correspondance des modules n'est pas toujours très exacte, parfois un peu bancale. Je, euh, je vais donner la parole à Tanguy Pouliquin, qui est notre assistant pédagogique sur la prépa parcours et qui voudrait ajouter quelques mots avant de clore cette conférence. Il est 20h16, elle a déjà pas mal duré. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont restés.
Merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Le président de TUDA, certains ont déjà eu certains d'entre vous au téléphone au sujet de ces concours Sésame et Access. Je voulais vous informer que demain, vous recevrez bien le replay par mail. Avec ce replay, vous recevrez aussi un lien pour prendre un rendez-vous donc avec moi ou alors avec Paul pour pouvoir poser toutes vos questions, les questions qu'on voit très nombreuses dans le chat, par exemple, pour pouvoir vous aider à préciser tous ces sujets autour des concours, Sésame Access, des épreuves, mais aussi autour de la prépa. J'ai vu des questions sur le distanciel notamment. On serait très heureux de pouvoir y répondre. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien que vous recevrez demain, ou alors prenez mon numéro de téléphone si ça vous intéresse. Je vais l'écrire aussi dans le chat, mais c'est le 06 14 82 63 84. Donc, je le répète, 06 14 82 63 84. Je serais très heureux de pouvoir prendre un rendez-vous avec vous pour un échange téléphonique, et certainement avec le parent, avec l'enfant, pour que toutes les questions venant de toutes les parties puissent être traitées et que vous ayez un peu la vision la plus certaine pour préciser ce projet d'école de commerce post-bac. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et je vous dis à très bientôt, certainement au téléphone ou alors avec Parcours pour notre prépa en février du 19 au 24.